Vous écoutez Pyramide FM. Canal Plus vous donne l'heure. Il est 12 heures. Envie de passer un bon moment? Vous êtes sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio. 105.5 FM. Des 12. Des 12. Le bureau à Touré sur 105.5. C'est le dernier dimanche du mois d'octobre, où octobre rose. Ce mois a été bien arrosé. Les dernières pluies sont tombées il y a juste quelques heures. Il y a aussi quelques heures, ou plutôt quelques jours, les rideaux sont tombés sur le sommet paix et sécurité de Lomé. Forum de seulement 2 jours, mais grande tribune pour certains États qui ont justement besoin de pupitres pour dire ce qu'ils pensent de notre monde, de notre Afrique ou encore de notre communauté CEDEAO. Maliens ou Nigériens n'ont pas manqué l'occasion de dire leur vérité. Une vérité qui n'est manifestement pas celle de la CEDEAO. D'ailleurs, quelle était la position de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest par rapport au forum de Lomé? En partie pensée et conçue à partir de Lomé, la CEDEAO vit sans aucun doute des heures plutôt contrastées. La guerre du Niger, qui n'a finalement pas eu lieu, aura fini de classer les protagonistes ou les partenaires ouest-africains. Lomé s'est résolument mis dans le camp de la paix. Mieux, certains disent dans le camp des panafricanistes. Hasard de calendrier ou pas, ce sont des idées panafricanistes ou d'éveil des consciences qui ont sous-tendu le lancement dans notre capitale du groupe Mansa avec le journaliste Alain Foucault. Mansa rend hommage à Mansa Moussa de l'Empire du Mali. On retiendra que le moment est venu de penser autrement, de penser par nous-mêmes, de procéder au remaniement de la hiérarchie militaire sur le faux sans avoir des injonctions d'ailleurs, d'accorder la grâce présidentielle à un millier de détenus dans le même temps ou encore d'organiser un procès. Depuis lundi à Lomé, le tribunal militaire est à pied d'œuvre dans un procès consacré à l'assassinat du colonel Bitala Madoulba. La présence du général Félix Katanga, ancien chef d'état-major général des FAT, parmi les accusés, fait ouvrir les pages de la vie pleines d'incertitudes pour tout être humain. L'atteinte à la sécurité intérieure de l'État parmi les chefs d'accusation sonne, elle, comme un tremblement de terre. Et elle rappelle un autre proche du chef de l'État, à savoir son demi-frère en prison depuis 2009. Lui aussi avait fait la prison, mais personne ne sait avec certitude le champ dans lequel il s'est terré depuis 2020. Quel est en vérité ce champ dans lequel on continue de parler de la présidentielle d'il y a plus de 3 ans? Agbebe Kodio voulait remplacer Fonia Singbe à cette présidentielle du 22 février. Cette semaine, ses avocats étaient en mission à Lomé. Le déplacement de Maître Breham et de Maître Ferré était dicté par une lettre de félicitations. Comment comprendre toute la communication de la DMK autour de cette fameuse lettre d'Emmanuel Macron, englué dans le difficile Sahara et invité dans le Proche-Orient, dans l'insoluble tension entre Palestiniens et Israéliens? Le président français n'a-t-il pas oublié il y a bien longtemps ces félicitations? En 2024, puis en 2025, les Togolais devront se retrouver à nouveau aux urnes pour élire les députés, les sénateurs et puis un chef d'État. Dans quelles conditions ces prochains scrutins vont-ils être organisés? Demain, les élèves du Togo, eux, ne vont pas se poser des questions. Ils retiennent que les autorités les autorisent à aller pendant une semaine en congé de détente. Bonjour et bienvenue au D12 sur Pyramide FM. Notre invité est Paul Missiak-Beto. Il est le coordinateur de la dynamique Monseigneur Podro. Les numéros du D12 sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Romaric Freitas. Paul Missiak-Beto, bonjour. Bonjour Radio Pyramide, bonjour chères auditrices et auditeurs de la Radio Pyramide. Comment est-ce que vous allez? On va très bien par la grâce de Dieu et je pense que les Togolais aussi vont très bien malgré les difficultés sur tous les plans. Nous prions Dieu que Dieu nous donne la santé, la paix, la grâce de continuer le combat que nous avons entamé depuis un temps. Est-ce que ce combat, est-ce qu'il n'est pas difficile finalement? Non, c'est un combat difficile, mais très très difficile. Difficile pour chacun des Togolais. Difficile parce que quand vous êtes en face d'un régime faussaire, composé majoritairement des faussaires internationaux qualifiés ou certifiés ISO 2022, et il y a de quoi que vous souffrez parce que le combat n'est pas facile pour une dictature qui a duré pendant des décennies dans le faux, usage de faux, dans les crimes de sang, dans les crimes économiques et tout. Et donc, lorsqu'on se lève pour pouvoir faire disparaître ce régime,
c'est difficile pour ceux qui sont des combattants de liberté, aussi bien sur le plan national que ceux qui sont dans la diaspora. Ce n'est pas facile pour nous, mais advient que pour nous sommes déterminés résolument à aller jusqu'à la fin. Vous êtes l'un des rares à parler des dictatures, puisque de plus en plus on parle de notre démocratie comme une démocratie relativement qui s'est construite et qui est fréquentable. La preuve, il y a un certain nombre d'acteurs qui continuent par visiter notre pays, par venir faire affaire avec notre pays. Oui, vous savez que lorsque nous parlons de la démocratie, ce n'est pas de la monarchie, ce n'est pas de la dynastie. Quand on parle de la démocratie, il y a les socles ou les fondamentaux qui régissent le régime démocratique. Et donc l'une de ces vertus ou l'un de ces signes cardinaux, c'est l'alternance au sommet de l'État. Donc quand on parle de la démocratie, on parle de la République. Et quand on parle de la République, on respecte la voix du peuple. Parce que c'est le peuple qui est au centre lorsqu'on parle de la démocratie. Et donc à partir de cet instant-là, c'est la démocratie où la décision du peuple revient au peuple. La décision, le destin du peuple n'est pas dans la main des étrangers. Parce que si nous avons faim, si on nous torture, c'est nous qui sommes torturés, c'est nous qui avons faim. Ce ne sont pas les étrangers, ni de quelques journalistes, de quelque nature que ce soit à l'étranger. Mais c'est nous, c'est la voix du peuple qui sera la voix prépondérante. Et donc, ceux qui pensent que nous sommes en démocratie, tout en sachant qu'une seule famille, biologiquement parlant et politiquement parlant, règne sur le pays pendant plus de 60 ans. Et donc, dans ce climat, quand on parle de la démocratie, et donc ça n'engage que nous savons que nous sommes dans un pays dictatorial reconnu par le Parlement européen et donc reconnu par tout le monde entier, que le Togo est un pays en Afrique de l'Ouest, surtout en Afrique en général, qui martyrise ses citoyens et qui gouverne de façon opaque. Il n'y a pas de compte rendu à la population, sinon aux populations. La Cour des comptes ne fait pas son travail, la justice ne fait pas son travail. Et donc tout est mélangé. Donc on ne peut pas parler dans ce... Quand on parlait des Cour des comptes, je crois que la Cour des comptes a fait récemment des rapports. Vous savez que nous sommes là, il y a le Covid-Gate qui est là. Il y a Covid-Gate qui est là, il y a Petrol-Gate qui est là, il y a des malversations financières un peu partout. On n'est pas ministre pour s'enrichir, mais ici au Togo, la plupart des ministres se font la santé financière, alors que quand on est ministre, c'est des charges lourdes. Pour être nommé ministre, il faut savoir que vous portez à la tête des charges de tout un pays, et donc vous devez en être conscient. Un auteur a dit qu'on n'est pas ministre quand vous êtes ministre et que vous faites bien votre travail. Quand vous quittez, vous rentrez à la maison. Mais quand vous êtes un mauvais ministre, vous quittez, vous allez en prison. Vous parlez de démocratie et vous pointez du doigt, selon vous, que quand il n'y a pas d'alternance, il n'y a pas de démocratie. Mais il n'y a pas que l'alternance. Quand on parle de démocratie, il y a par exemple un certain nombre de libertés, et notamment la liberté d'expression. Vous avez utilisé un certain nombre d'expressions à l'entame de cette émission. Et ces expressions-là ne peuvent pas être utilisées dans certaines dictatures, puisque vous parlez de dictature en ce qui concerne le Togo. Vous savez, monsieur Pierrot, vous savez que la liberté, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes. C'est Mandela qui le dit, Nelson Mandela. Donc la liberté ne consiste pas à se débarrasser seulement de ses chaînes, mais plutôt ça consiste à vivre de façon à respecter et à consolider les libertés des autres. Donc à partir du moment où les autres ne sont pas libres, vous-même les dirigeants, vous n'êtes pas libres. Quand vous avez faim, quand vous n'avez pas de boulot, quand vous êtes torturé, ce n'est pas parce que je parle et qu'il y a une liberté de parler qu'on parle de la démocratie. J'ai dit tout à l'heure que c'est l'un des fondamentaux. L'alternance, c'est l'un des fondamentaux. Ça ne se résume pas à l'alternance seulement. Ici, pourquoi ça bouge dans les autres pays? Il y a des présidents qui viennent et ils partent. D'autres présidents viennent. Pourquoi ça bouge comme ça et que ça ne peut pas bouger chez nous? Alors, ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose. Jusqu'à ce qu'on fait une élection présidentielle du 22 février 2020 et que nous sommes en contestation, on nous a arrêtés plusieurs fois. On nous a martyrisés, on nous a torturés plusieurs fois. Même jusqu'à ce jour, il y a des compatriotes qui sont en prison. Il y a des détenus politiques par des centaines qui sont là. On ne peut pas parler dans ce moment-là de démocratie parce que ce que je suis en train de dire ici, rien ne garantit que si je sors, on ne va plus m'arrêter encore. Donc nous sommes là. Non mais en fait, oui, non, mais en fait ce que vous dites, depuis que vous êtes sorti de prison, vous avez fait beaucoup d'émissions. Vous n'avez jamais été arrêté quand même. Non, est-ce que vous n'exagérez pas là? Non, je n'exagère pas parce que ceux en face de qui nous sommes, c'est des gens impitoyables. C'est des criminels, c'est des vendeurs. Non, mais en fait, par exemple... Pourquoi je le dis? Non, mais attendez, s'il vous plaît, attendez. Pour cette émission, pour la sérénité de l'émission, et pour que cette émission se termine sans trop de difficultés, je voudrais vous inviter
à modérer un peu plus le vocabulaire. Quand vous parlez de vampire, quand Mais, vous monsieur parlez Pierrot, non, mais en fait, est-ce que c'est pas exagéré quand Monsieur même? Pierrot Atiobi. Non, mais s'il vous plaît, est-ce que c'est pas exagéré? Je peux vous répondre non. Non, mais allez-y. Monsieur Pierrot Atiobi, ce que je dis, je ne dis pas concernant les autres, je dis concernant moi-même. Vous avez été Ce que vampirisé? j'ai vécu, c'est du vampirisme. Ce que Et vous avez j'ai les vécu. preuves de ce que je dis. Ok. Je ne me lève pas comme ça pour parler. Hein. Oui, en fait, Quand on vous emprisonne, on vous torture. On vous emprisonne, on vous jette dans une cellule adiabatique. Je ne sais pas si vous adiabatiquement parlant, c'est une cellule adiabatique où on chauffe le bas. On chauffe le bas pour que vous puissiez mourir. J'ai les preuves de ce que je suis en train de dire. Non, mais en fait, vous n'êtes quand même pas mort, puisque vous êtes là. C'est Dieu, c'est grâce à Dieu. Je dis que je peux encore repartir. Je peux encore être arrêté parce que ce régime. Non, mais, est prêt à tout. mais justement, pour ne pas, puisque vous n'êtes pas le seul à intervenir sur les médias, pourquoi est-ce que vous, particulièrement, vous avez peur d'être éventuellement arrêté? Non, vous savez, j'ai dit tout à l'heure que nous sommes dans une dictature. Et dans la dictature, tout est possible. Aujourd'hui, vous pouvez parler. J'ai fait une émission à la radio, à une radio de la place, le 11 février 2021. Et c'est à l'issue de cette émission que j'ai été arrêté. Et il a été demandé à la radio de détruire la bande. Parce que tout ce qui a été dit dans cette émission, ça ne plaît pas à ceux qui tiennent le pouvoir. Donc ils ont demandé que la bande soit détruite. Oui, mais en fait... Le 11 février 2021. Oui, mais moi je voudrais savoir, puisque vous êtes même très jeune, puisque les émissions politiques sur les radios, ça date de plusieurs années. Et on n'arrête pas les gens parce qu'ils ont fait une émission, à quelques exceptions près, puisque vous parlez de votre cas. Mais est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, vous devez modérer votre position? Non, nous sommes là, c'est pour dire la vérité. Non, mais en fait, je suis d'accord. Oui, nous ne sommes pas là pour faire... Comment est-ce que vous dites cette vérité-là? Nous ne sommes pas là pour faire de l'équilibrisme. Tel que les choses sont, nous le disons. Si nous sommes en démocratie... Avec quel mot? Avec quel adjectif? Nous allons dire que nous sommes en démocratie. Qu'est-ce qui nous empêche de dire que nous sommes en démocratie? Si nous sommes en démocratie et que la DMK dit que nous ne sommes pas en démocratie, le peuple va sanctionner la DMK. Et donc tout ce que je dis, tout le monde sait l'état dans lequel nous sommes. Oui, nous sommes en démocratie. Nous avons demandé aux avocats internationaux de venir. Nous parlerons des avocats. Oui, donc voilà que ces avocats nous parlerons de ces avocats. Ces avocats sont brutalisés. Nous parlerons de ces avocats. Et donc là, nous ne sommes pas en démocratie. Oui, mais en fait, il y a une chose. Vous parlez du peuple qui peut sanctionner. Dans les dictatures, on ne fait pas appel au peuple. Dans les dictatures, il n'y a pas d'élection. Non. Il y a des élections dans la dictature, mais le processus, c'est ça qui compte. Comment ça s'organise? Comment le cadre électoral est élaboré? Comment le code électoral est élaboré? Comment la supervision se fait? Donc c'est tout cela qui concourt. L'élection, ça ne pose pas de problème. La dictature organise les élections. Dans les autres dictatures, on organise les élections. Ça, ce n'est que de façon cosmétique pour pouvoir montrer apparemment que bon, nous sommes en démocratie, etc. etc. Regardez par exemple ce qui s'est passé au Gabon. Le Gabon aussi, c'était une dictature. Jusqu'à ce que Bongo ne soit bouté l'autre fois. Et donc, nous avons envoyé même des émissaires pour soutenir cette dictature. Et vous le savez. Il y a la présidente de l'Assemblée nationale du Togo qui a conduit une délégation pour aller cautionner cette dictature parce que c'est des frères siamois. Et ce qui s'est passé au Gabon, tout le monde le sait. Donc ici, il faut que les journalistes sachent, vous le savez, c'est vrai, que nous sommes dans la dictature, nous ne sommes pas dans la démocratie. Non, mais en fait, oui, ça n'engage que vous de dire que nous sommes en dictature. Sinon, si c'est dans une dictature, on ne vous invitera pas à venir donner votre position sur un certain nombre de... Si ce n'est pas dans une dictature, pourquoi on a gagné une élection présidentielle et que celui qui est assis refuse de partir? Comment on peut qualifier ça? Vous parlez que des élections. Il n'y a pas que des élections dans une démocratie. Vous savez que c'est la politique qui oriente les autres secteurs dans un pays. Hein. Je suis d'accord. C'est la politique qui oriente les autres secteurs. Je suis d'accord. Parce que ce que le politicien décide, c'est ce qui s'applique. Par exemple, vous parlez dans votre déclaration liminaire tout à l'heure des congés de détente. C'est un politicien qui a pris cette décision. Et cette décision s'applique. Nous parlerons de ces congés-là. Voilà, donc lorsque la politique va mal, les autres secteurs aussi vont mal. Je dis que depuis quelques... Ça, c'est pour introduire cette émission, puisque nous vous avons invité aussi, c'est pour savoir ce que ça pense au niveau de la DMK, sur un certain nombre de sujets au niveau de l'actualité nationale. Il y a eu la grâce présidentielle qui a été décidée par le chef de l'État au profit d'un millier de détenus. Bonne ou mauvaise nouvelle? Non, vous savez, la grâce présidentielle n'est pas une mauvaise chose en soi. La grâce présidentielle est une bonne chose.
Parce que être en prison et apprendre que bon, vous allez sortir par grâce présidentielle est une bonne chose. Alors reste que celui qui prend cette grâce, c'est dans quel esprit il prend la grâce, il prend cette décision pour gracier les détenus. Qui il gracie? C'est ça aussi le problème. Au Togo, j'ai dit tout à l'heure qu'on a plus de 100 détenus politiques qui sont encore en prison et on libère ceux qui ont peut-être qui sont accusés par délit de droit commun. Alors qu'il y a des détenus politiques. Nous avons écrit, il y a des compatriotes qui ont levé la voix, qui lèvent toujours la voix. Il y a des panafricanistes qui se lèvent pour dire qu'il y a des détenus politiques. Et voilà qu'on nous annonce qu'il y a grâce présidentielle et on ne prend même pas en compte ces détenus politiques. Ça veut dire que cette grâce n'a pas de sens. On ne fait pas grâce pour faire grâce, on fait grâce pour donner solution à un problème donné. Et ce problème-là, c'est problème politique, problème d'expression, puisqu'il y a des gens qui sont arrêtés parce qu'ils se sont exprimés, ils ont exprimé leurs pensées, ils ont exprimé leurs idées, et voilà qu'on les prend, mais ils n'ont rien fait de mal. En principe, quand vous êtes dans un pays, tous ceux qui ont des idées contraires par rapport aux idées de ceux qui nous gouvernent, c'est des gens qu'on doit suivre en principe. Parce que ce que vous ne voyez pas, peut-être, c'est ce qu'eux, ils voient. Et donc, ils font des propositions. Ces propositions qu'ils font, en réalité, ces propositions devraient être prises en compte. Pourquoi on va les poursuivre? Parce qu'ils ne disent pas la même chose que vous. Mais quand vous dites quelque chose, et tout le monde dit la même chose par rapport à ce que vous dites, ça veut dire que la chose ne va, le pays ne peut pas évoluer. Le pays, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs contours que le dirigeant ne peut pas voir lui seul. Ni son groupe, ils ne peuvent pas voir seul. Le peuple, il est là. Au fond, dans les villages, dans les cantons, dans les hameaux, le peuple est là. Donc, une fois qu'il y a des constats au niveau de ces hameaux, de ces villages, c'est à eux maintenant de relever ces manquements, ces insuffisances. Mais une fois que vous relevez, on vous prend, on vous traque, c'est ça qui pose problème. Mais est-ce que, par exemple, la manière de relever ce que vous dites, les manquements, est-ce que cette manière aussi ne compte pas? Si vous le faites éventuellement, par exemple, de façon violente, est-ce que cela ne compte pas? Non, vous savez, si nous sommes dans une démocratie, les insuffisances, les manquements peuvent être relevés de façon courtoise. Si nous sommes en démocratie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont là et qui tiennent les rênes du pouvoir écoutent le peuple. Mais à partir du moment où la population se rend compte que tout ce qu'on dit, vous n'écoutez pas, depuis des années, il y a de cela plus de 50 d'années. Regardez l'histoire des détenus politiques. On a dit fatigué, les gens ont parlé, les gens en parlent toujours. Et voilà qu'on nous a fait une surprise pour faire encore révolter, bien pour faire enraciner encore la haine dans le cœur des gens. Mais comment se fait-il? C'est quoi la surprise? C'est quoi? La surprise, c'est qu'on nous annonce que près de 1000 prisonniers sont graciés sans qu'il n'y ait de détenus politiques. Est-ce que vous trouvez ça normal? Oui, mais en fait, est-ce que vous ne pensez pas que ce dimanche-là, où nous faisons cette émission, dans certaines maisons, les gens festoient parce que leurs parents sont sortis de prison? Non, les gens festoient, c'est vrai. Les gens festoient parce que leurs parents sont sortis de la prison. Mais qu'est-ce qui peut faire avancer le peuple? C'est ce que, quand on est président de la République, c'est ce qu'il faut chercher à savoir. Qu'est-ce qui fait avancer le peuple? Est-ce que c'est ceux qui commettent des crimes, des délits? Ceux qui sont là, qui commettent des délits de droit public, de droit commun, c'est eux qui font avancer le pays par rapport à ceux qui font des propositions, sauf qu'ils ne sont pas dans le même creuset que vous. C'est ça le problème. Et donc ceux qui ont exprimé leurs idées, parce que le développement c'est avant tout des idées. Ceux qui ont exprimé leurs idées et que le chef de l'État illégal qui est là ou son équipe qui est là voit que leurs idées exprimées ne coïncident pas avec leurs idées, on ne devait pas les prendre, on devait les laisser. Si on dit quelque chose et que vous n'êtes pas d'accord, vous laissez. Donc ce sur quoi vous êtes d'accord, vous prenez, vous travaillez avec ça. On parle de grâce présidentielle pour un millier de détenus. Vous-même, j'ai dit tantôt que vous avez été récemment en prison, vous êtes sorti. Ça fait combien de temps déjà? Non, ça a bientôt 2 ans parce que le 10 février, ça fera 2 ans jour pour jour. Et vous avez peur d'y retourner? C'est ce que visiblement... Non, en fait, vous savez, je suis aujourd'hui, par la grâce de Dieu et par la volonté des anges et des ancêtres, je suis à la tête de la DMK Dynamique Monseigneur Podjo. Et donc, une fois que nous étions venus à la tête, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Et c'est normal. Mais vous savez que le courageux, ce n'est pas celui qui n'a pas peur. Quand on dit que vous êtes courageux, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas peur, parce que vous êtes des humains. Vous êtes constitué des cellules humaines, donc vous êtes courageux, vous êtes brave, vous êtes combattant, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas peur, seulement que vous dominez votre peur.
Seulement que vous avez de l'emprise sur votre peur par rapport à l'objectif que vous avez, vous vous êtes fixé. Une fois que l'objectif est plus élevé que votre peur, l'idée de l'objectif vient hydrolyser votre peur. Donc on a peur, c'est vrai, mais notre objectif est tellement noble que bon, la peur ne peut pas avoir de l'emprise sur nous. Mais on dit souvent dans le sud du Togo que celui qui a peur, il sait se cacher, se dissimuler. Mais dans le même temps, si par exemple vous particulièrement, quand vous intervenez, dans le même temps vous avez quelque part dans votre tête que on peut vous arrêter, mais vous utilisez parfois un certain nombre de mots qu'on peut qualifier d'excessifs. Non, oui, vous avez raison. Vous savez que aujourd'hui, celui qui a volé un œuf peut voler un bœuf. Un voleur volera toujours. Moi, je préfère garder dans ma tête que je peux encore être arrêté à tout moment que d'être surpris. C'est ça la réalité. Je peux être arrêté à tout moment. Puisque ce que je faisais, et on m'a arrêté, je continue, je ne veux pas faire. Vous avez dit que vous avez été arrêté à la suite d'une émission sur une radio. Si par exemple vous avez peur, comme vous le dites là, que oui, éventuellement à la suite d'une émission, on peut encore vous arrêter, pourquoi ne pas aménager vos interventions pour que ce qui vous était arrivé une fois déjà ne vous arrive plus? Non, vous savez, moi je disais l'autre fois aux journalistes et même à Joseph Préham que moi je suis un peu atypique par rapport aux autres politiciens. Moi, depuis mes cours primaires, je me suis fixé un certain nombre d'âges à atteindre. Et je priais mon Dieu Tout-Puissant de me donner la grâce pour atteindre cet âge-là, depuis mes cours primaires. Et donc aujourd'hui, je peux affirmer que je peux partir. Je peux mourir, il n'y a pas de problème, parce que je ne suis pas né pour durer sur la terre. Je suis un phénomène comme ça. Je ne suis pas né pour durer sur la terre. Donc aujourd'hui, je peux mourir et je ne peux pas craindre de dire la vérité. Et ce qui doit être écrit, même sur ma tombe, je l'ai écrit. Si les gens ou si les membres de ma famille arrivent à retrouver mon corps, ce qui doit être écrit sur ma tombe, c'est déjà écrit. Donc moi, je n'ai plus peur de rien. Je suis né comme ça. Et je ne peux pas changer. Je ne peux pas voir le noir pour dire que le blanc, c'est le blanc. C'est quel âge vous avez fixé? J'ai déjà proche de ce âge et je peux mourir. Oui, mais en fait, si ce que vous dites là, moi, j'ai jamais entendu un acteur politique dans cette posture-là. C'est pour dire que moi, je ne suis pas né pour durer, pour avoir peur jusqu'à ce que je ne fasse pas ce qu'il y a lieu de faire. Je m'écoute moi-même. Je m'écoute profondément. Ce que je fais, je vois que c'est mon destin. Ici, j'étais venu la dernière fois, quand on a fait une émission ici, je parlais du destin. Tout le monde a un destin qu'il suit. Personne ne peut changer son destin. Et personne ne peut essayer de supprimer le destin de l'autre. On peut le retarder, mais on ne peut pas le supprimer. Donc, tout ce que nous faisons aujourd'hui, si je dois mourir en prison, je peux tout faire, mais je mourrai en prison. Si je dois mourir à la suite d'une maladie, je peux tout faire, je vais mourir à la suite d'une maladie. C'est ça aussi ma philosophie. Oui, je suis satrien, moi. Et donc, à partir de cet instant-là, je dis que moi, je ne me considère plus. J'ai appelé M. Agboume Kodjo. Je lui ai dit que lorsqu'il viendra mettre son premier gouvernement en place, je ne serai pas dedans. C'est pas pour être ministre que je... Oui, mais en fait, ce que vous faites là, est-ce que c'est pas du one-man show? Non, comment c'est du one-man show? Oui, mais en fait, puisque la façon dont vous parlez de vous, vous voyez que le technicien même il sourit, puisque vous dites que là, vous avez déjà écrit ce qu'on... Non, moi je suis un homme, je suis un homme programmé, moi je n'ai pas peur de la mort. J'ai été professeur de philosophie pendant 12 ans, j'ai enseigné l'existence et la mort aux élèves. Je n'ai pas peur de mourir. Ouais, si ce que je dis, si ma mort doit passer par la prison, je peux tout faire, je ne peux pas... Ok, laissons passer la mort parce que personne ne veut mourir. Vous êtes intervenu sur une chaîne de radio et puis après vous avez eu des soucis. Mais ce faisant, est-ce que vous n'avez pas peur que les différentes chaînes de radio ne vous invitent plus? Non, pourquoi? Les chaînes qui aiment qu'on dise la vérité, ces chaînes-là nous invitent parce que cette semaine, vous voyez qu'on parle de la DMK, on organise les conférences de presse, les journalistes me reçoivent, donc je ne sais pas, je ne vois pas ce que je dis et que les Togolais ne savent pas. Les Togolais savent déjà que nous avons fait une élection présidentielle
et qu'une seule famille ne peut pas nous gouverner pendant 60 ans. Les Togolais le savent, c'est ce que nous sommes en train de... On ne dit pas autre chose que ça. Tout tourne autour de ça. Que Faure Gnassingbé doit laisser le pouvoir. Et il va le laisser, ça c'est clair. On reparlera de la présidentielle là, puisque ça vous tient à cœur à la DMK, même si ailleurs on parle de la prochaine élection présidentielle de 2025. L'autre sujet sur lequel je voudrais que vous réagissiez après le sujet concernant la grâce présidentielle, c'est dans la même journée presque, les changements intervenus à la tête de certaines garnisons militaires. Ces changements-là, comment est-ce que vous les interprétez? En fait, moi aussi j'ai eu l'information comme vous. Je n'étais pas dans la tête de M. Faure Gnassingbé qui prend cette décision. Je ne suis pas au niveau de son entourage pour en savoir. Mais ce que moi je peux dire que peut-être il veut renforcer sa sécurité, peut-être il a peur, il doute de quelque chose, moi je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, le peuple togolais est souverain. Et que les soldats, qu'on soit corps habillés ou non, on est citoyen avant de rentrer dans l'armée. Et les corps habillés ont aussi des familles, ont aussi des proches qui sont des civils. Et dans tous les cas, rien ne pourra empêcher la tenance dans ce pays. Ni les soldats ne peuvent empêcher parce que c'est des humains, parce qu'ils voient ce que nous traversons, ils voient ce que nous vivons, les mêmes réalités que nous. Dans les autres pays, je vois qu'il y a eu des soldats, il y a eu des armées, mais lorsque le temps de Dieu a sonné, rien n'a pu empêcher le peuple de vivre son intégralité ou de vivre sa souveraineté. Quand on parle de Dieu, on entend de plus en plus de Togolais parler de Dieu dans le débat politique. Est-ce que vous êtes croyant, vous, personnellement? Vous êtes croyant? Oui, je suis croyant, sauf que je ne suis pas chrétien, mais je suis croyant. Vous êtes croyant, vous faites la religion traditionnelle? Non, moi, ou les religions endogènes, comme on dit? Moi, je suis au carrefour de toutes les religions. Vous êtes au carrefour, carrément, c'est ça. de toutes les religions? Puisque nous sommes appelés à gouverner, nous sommes appelés à diriger, aussi bien dans le monde musulman, que le monde chrétien, que le monde animiste, que tout autre secteur de religion. Donc nous sommes là pour être au-dessus de la mêlée. Finalement, là, quand... Parce que vous savez que, j'ai dit tout à l'heure que ce qui nous tient à cœur, c'est la vérité, hein, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, sur le plan culturel et tout, c'est la vérité qui tient à cœur au niveau de la DMK. Vous regardez par exemple, il y a des hommes de Dieu qui cautionnent le mal. Il y a des gens qui sont là, qui ont des centres de prière aujourd'hui et qui sont des conseillers à Faure Gnassingbé et qui n'arrivent pas à lui dire la vérité qu'il faut. Ils sont là. Non, écoutez. Non, mais vous êtes souvent là avec eux. Non, écoutez, s'ils viennent à la radio, ils sont à la télé, et ils ne font que magnifier Faure Gnassingbé, que c'est Dieu qui l'a placé là-bas. Le moment viendra, nous, avec la gouvernance de M. Agbéoumé Kodjo, on va mettre sur pied un comité qui va étudier tous ces comportements-là, parce qu'un pasteur qui est là, il est là, c'est pour dire la vérité. Un pasteur qui est là, un homme de Dieu qui est là, un évangélique qui est là, c'est pour dire la vérité. Mais à partir du moment où vous contournez la vérité, de toute façon, le peuple prendra ses responsabilités après. Bien, merci. Maintenant, nous allons parler de la DMK, puisque vous avez invité aussi, parce que cette semaine, votre dynamique a fait un peu l'actualité. Et vous, personnellement, vous êtes à la tête de la DMK, ça fait quelques temps maintenant. Et comment est-ce que vous gérez la structure? Non, en fait, c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est très très compliqué. C'est très compliqué, difficile. Et pour plusieurs raisons, parce que il y a le pouvoir illégal aussi qui est là, qui ne nous laisse pas la tâche facile avec les coups bas, les intimidations, les menaces et tout. Et donc, au-delà de ça, il y a aussi, vous savez, la gestion des ressources humaines n'a jamais été facile. Donc, aussi bien sur le plan sociétal que sur le plan politique, n'a jamais été facile. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous conduit. Et on se comprend et on mène des activités depuis un certain temps. Aussi bien au niveau des meetings qu'au niveau des rencontres, on fait des activités sur les médias, sur les réseaux sociaux. Nous sommes très actifs, nous sommes en train d'expliquer notre ligne politique aux populations. Et donc je pense que nous sommes arrivés aujourd'hui et nous sommes en train de faire ce qu'on peut. Mais nous demandons toujours de l'appui de la population, comme toujours, que la population continue toujours par nous appuyer, nous donner de l'énergie, parce que nous seuls ne pouvons rien faire, c'est ensemble que nous allons y arriver. Donc je peux vous dire que ce n'est pas facile, mais résolument, nous sommes déterminés, quel que soit le sacrifice à faire. Ça, c'est vous personnellement, ça. Vous dites que c'est pas facile. Maintenant, au niveau de la structure, la DMK, puisqu'on sait qu'on connaît l'histoire de cette DMK,
Actuellement, qui sont là, comment ça se passe? Non, en fait, vous savez que nous sommes un regroupement de partis politiques et de la société civile. C'est vrai que la DMK a connu une section qui n'est pas synonyme d'ennemis ou oui, des personnalités à abattre ou à en vouloir. Nous sommes là et nous sommes toujours là, bras ouverts. Donc, nous communiquons avec ceux qui étaient nos amis hier, on discute. Mais sauf que nous ne sommes pas dans la même idéologie parce que l'idéologie qui a fait partie certains, c'est l'idéologie électoraliste. Donc ils veulent participer aux élections. Nous autres, nous avons dit qu'on ne peut pas participer à des élections dans ces conditions. Il faut qu'on s'asseye, il faut que ceux-là qui sont en face de nous, c'est pas eux qui devaient être là-bas, ils sont là. Il faut qu'ils passent le témoin et que nous venions pour organiser les élections. Et donc c'est sur ça que nous sommes, mais il y a eu un peu d'incompréhension, ils sont partis. Néanmoins, le travail continue puisque c'est une continuité. Hein, donc, moi-même, je peux partir, mais d'autres vont arriver, d'autres vont venir pour continuer le travail. Sans doute qu'ils sont partis, ils vous regardent faire. Je voudrais savoir s'ils ne vous manquent pas. Non, en fait, nous sommes des humains et ils nous manquent même. Que voulez-vous? C'est ça le destin aussi. Le destin peut vous séparer aujourd'hui, demain le destin peut encore vous réunir. Donc aujourd'hui, c'est vrai que bon, on n'est plus ensemble en tant que tel pour faire ce qu'on faisait hier. Ils sont partis créer leur mouvement. Mais demain, en politique, tout est possible. On peut encore se retrouver et continuer le combat entamé. Parce que c'est le peuple qui est notre préoccupation. Et je pense et je crois que c'est le peuple qui a aussi leur préoccupation. Mais quand on regarde un peu les sigles, vous c'est DMK et puis eux c'est DMP, quelque part, est-ce que l'une ou l'autre ne fait ombrage auprès des populations, par exemple, quand vous allez dans les villages, une confusion vite née, la DMK, oui, puis après la DMP pour ceux qui sont partis. Est-ce qu'on vous pose le sujet de clarification? Oui, en fait, ce problème, vous savez que ce qui nous donne, nous, la force au niveau de la DMK, c'est que c'est ce qui a été projeté depuis 2020. Et donc, nous avons la chance de mettre sur pied des bureaux, des structures sur toute l'étendue du territoire. Donc, aussi bien dans les villages, dans les cantons que dans les préfectures, dans les régions. Nous avons des coordinateurs, nous avons des bureaux bien assis. Donc, ça fait que, une fois que le scission est intervenu, ces bureaux ont pris le relais donc, de formation, d'information pour pouvoir mettre la différence entre notre structure et la nouvelle structure qui est créée. Il vous manque sans doute, c'est ce que vous avez dit un peu. Et puis lui, Agbemi Kodio, il doit vous manquer aussi. Il doit manquer à qui? Au mouvement, puisqu'il n'est pas là au plan national. Non, c'est normal quand vous avez votre président qui n'est pas auprès de vous. Donc c'est clair que même un papa qui n'est pas avec ses enfants, une maman qui n'est pas avec ses enfants, qui a voyagé, donc ça manque toujours, la chaleur humaine, hein, le rapprochement, ça manque toujours, mais c'est comme ça que ça devait se passer pour que les Togolais soient libérés de cette tyrannie. Il y a une question qu'on se pose, et beaucoup se la posent déjà sans doute. Oui, Agbemi, il est parti, et on en a appris, c'est ce qu'il a dit lui-même, qu'il s'est retrouvé dans un champ, ou qu'il se serait retrouvé dans un champ. Et la question de savoir, c'est qu'est-ce qui se passe? On ne met pas autant dans un champ avant de rentrer. Nous tous, on connaît les champs. Quand vous allez dans un champ, vous revenez par la suite. Oui, mais pourquoi il tarde? Non, il tarde pour que la moisson soit bien mûre, hein, parce que vous savez, j'ai rencontré un ministre, je lui ai posé la question de savoir, il est temps que M. Agbemi Kojo rentre au pays, mais il ne peut pas rentrer dans le pays pour être tué ou pour être pris. C'est ça aussi le problème. Donc nous sommes en train de travailler pour que son retour soit non seulement un simple retour, mais plutôt un retour triomphal. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne va pas rentrer au pays comme un simple citoyen, mais il faut qu'il rentre dans le pays en tant que président de la République. Et c'est ça ce que la prophétie a dit, et c'est ça ce qui va se Non, mais en fait, quelle prophétie? Non, nous avons une prophétie. Chacun a sa prophétie. On ne s'est pas levé comme ça pour... En tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas levé comme ça pour pouvoir rentrer en politique et faire ce que je suis en train de faire. Je suis un être humain comme tout le monde. Chacun a ses appréhensions.
Donc nous sommes convaincus de ce que nous sommes en train de faire. Quand on a commencé cette histoire d'élection présidentielle du 22 février 2020, il y a des gens qui nous ont lancé beaucoup de satis, de Mokori, voilà, et que bon, il faut tourner la page. Mais aujourd'hui, vous savez, au niveau de là-bas, devant le tribunal militaire, le nom d'Agbemou Kodjo est revenu par la bouche du général Katanga. Et donc nous sommes là, ils peuvent aller au ciel et revenir, nous allons prendre notre pouvoir. Non, mais en fait, quand vous parlez de prophétie, je ne suis pas informé. Peut-être qu'un certain nombre de Togolais qui nous écoutent ne sont pas informés aussi. Je ne sais pas si le technicien, lui, l'est informé. C'est qu'il est chrétien, je ne sais pas s'il est informé. Vous savez que depuis que mais c'est ce que dit la prophétie. Depuis que nous avons fait cette élection de 2020, 2023, ça fait banalement près de 3 ans. Et M. Fogna Singbe a fait un remaniement au niveau de l'armée plus de 3 fois. Est-ce que vous le savez? Vous le savez? Ça ne s'est jamais passé quand il est venu. Il est dans ses 17 ans, 18 ans de pouvoir. Il n'a jamais fait ça. Et demandez-vous pourquoi il le fait maintenant. Nous, on sait là où il va. M. Faure Gnassingbé lui-même sait ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il attend demain. Non, mais en fait, la prophétie, c'est sans doute que la prophétie vous concerne. Mais si la prophétie vous concernait, pourquoi vous parlez du chef de l'État? C'est-à-dire que dit votre prophétie? Je ne parle pas du chef de l'État, moi je parle de M. Faure Gnassingbé. Que ce soit Faure Gnassingbé ou une autre personne, la prophétie en réalité, elle doit vous concerner. Oui, vous savez, moi je ne suis pas né quand la prophétie dont on parlait. Mais c'est quelle prophétie? La prophétie de Ouvenou de 1946. La prophétie a été reçue en 1946, le 22 septembre. Et la prophétie est là. Vous pouvez chercher sur Google. Non, mais c'est seulement. Et la prophétie dit que celui qui va prendre le pouvoir aura affaire avec le pouvoir avant de prendre le pouvoir. Et lorsque nous avons fait l'élection présidentielle du 22 février 2020, les Togolais étaient bien situés par rapport à ça. Même vous, M. Pierrot Athiobé, quand on avait pris Agbemou Kodjo, beaucoup ne croyaient pas que le peuple togolais allait voter Agbemou Kodjo. Les gens doutaient de lui. Que non, on a fait l'élection présidentielle de 2010, il a eu 0,1%, et est-ce que celui-là va gagner? Celui qui avait eu 35% en 2020, il est revenu à 4%, et celui qui a eu 0,1% est allé à plus de 118%. Nous avons aujourd'hui la certitude que la prophétie, nous sommes concernés par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Et ce qui éclaire encore le peuple togolais, c'est que c'est le score que le pouvoir uni même nous a donné. Le pouvoir uni a donné 19,46, ce qui veut dire 1946. Dans tous les cas, la prophétie avait dit que M. Agbemou Kodjo devait fuir le pays. Moi, je n'étais même pas rentré en politique quand moi j'ai eu la prophétie. La prophétie a dit clairement, Agbemou Kodjo va quitter le pays, va rentrer en clandestinité, et après maintenant il reviendra prendre le pouvoir. La prophétie a donné le nom d'Agbemou Kodjo. Monsieur Pierrot Athiobé, nous sommes présidents de la République. Nous avons été votés déjà, la prophétie s'est déjà accomplie. Oui, nous avons été votés. Oui, mais confirmé par le chiffre qui a été donné par la Cour constitutionnelle. Oui, mais la prophétie est déjà accomplie. Oui. Le reste maintenant, c'est des détails. La prophétie est déjà accomplie. Le reste, c'est des détails. Et ces détails-là, nous allons les écarter bientôt et que Faure Gnassingbé aussi sera là où il sera. Nous aussi, quand vous parlez de prophétie, sans doute que ceux qui nous écoutent, ils doivent parler d'une bonne blague. Attendez une seconde. Vous dites que quelqu'un qui aura fait avec le pouvoir reviendra pour devenir chef d'État. Et ce n'est pas la première fois que quelqu'un qui a fait le pouvoir a voulu ou a été candidat à une élection présidentielle dans notre pays. Non, je ne vais pas vous demander le nom de celui à qui vous faites allusion, mais nous avons une conviction, une profonde conviction. Et cette conviction, nous savons que c'est déjà confirmé par le peuple togolais. Une fois que le peuple est souverain, et le peuple souverain a porté son choix sur nous, il n'y a pas de doute pour dire que la prophétie ou pas ne va pas s'accomplir. Parce que où nous sommes arrivés aujourd'hui, que la prophétie existe, que la prophétie n'existe pas, nous autres, nous avons la conviction, parce que vous savez, tout parent est prophète pour ses enfants. Quand on parle de la prophétie, ce n'est pas seulement celui qui porte un manteau pour dire qu'il est prophète, non. Chacun dans sa maison est prophète chez lui. Et donc nous avançons dans ce que la nature a prévu pour le Togo. La nature n'a pas prévu que M. Faure Gnassingbé va durer au pouvoir comme son père. La nature n'a pas dit ça. Et donc lui-même, il le sait. Donc ça fait partie de la prophétie. Qui? Ce que vous dites là, ça fait partie de la prophétie.
Mais ce que je dis là, je ne dis pas ce qui est étrange. Je dis ce que tout le monde Mais, sait. mais c'est étrange pour nous. La preuve, je vous pose des questions. Non, ce n'est pas étrange. Au moins, vous savez que le peuple, quand même, s'est manifesté en votant pour Mokodio en 2020. Mais ça, vraiment, je ne sais pas. Puisque... Vous devez le savoir parce qu'une fois que vous savez que un peuple est là et ce peuple est gouverné par une seule famille, déjà ça doit vous indigner. Même si M. Fonia Singbe aujourd'hui triple le salaire de tout le monde, il embauche tous les Togolais dans des usines, tout ça là. Non, ça veut dire que l'humain n'aime pas la monotonie. L'humain aime le changement. Et donc, quand il y a la nuit, il faut que le jour aussi vienne. Quand il y a le chaud, il faut que le froid vienne. C'est ça ce qu'on appelle le changement. Mais une fois qu'on dit c'est la même famille pendant des années, des décennies, mais ça énerve, ça révolte. Est-ce que vous voulez dire que quand on prend de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, que tout le monde est indigné du fait que l'actuel chef de l'État il a succédé à son père et qu'ils sont là depuis? Vous pensez que tous les Togolais sont indignés? Vous pensez que les Togolais sont d'accord qu'on les tue avant que Fonia Singbe nous monte au pouvoir? Non. Avant que Fonia Singbe nous monte au pouvoir, vous savez les conditions. Vous parlez d'indignation. Non, mais en fait, vous parlez d'indignation. Oui. Ma question, c'est sur l'indignation. C'est-à-dire que pour pouvoir être indigné, c'est des indices qui vous poussent à être indigné. On ne s'indigne pas dans l'air. C'est sur des éléments spécifiques. C'est sur ces éléments qu'on s'indigne. Paul Messiagbeta, vous avez dit qu'ils sont là depuis et que les Togolais sont indignés. Oui. Sur juste cet aspect-là, est-ce que le fait que la même famille ou le même parti dirige depuis des dizaines d'années, est-ce que c'est suffisant pour que tous les Togolais de Lomé jusqu'à Saint-Cassé soient indignés? C'est très suffisant parce que nous sommes en démocratie. On n'est pas dans une monarchie. Sans doute aussi que certains qui nous écoutent ce midi doivent se demander pourquoi est-ce qu'ils parlent encore de 2020 alors qu'on s'approche de 2025, puisque dans certaines officines, on prépare déjà la prochaine élection. Nous vous avons invité aussi parce que votre mouvement a fait un peu l'actualité cette semaine, du fait qu'une mission a été conduite dans notre capitale par deux avocats du candidat Agbemé Kodjo. Racontez-nous un peu cette mission. Vous savez ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train d'arrêter beaucoup de pratiques, ce qui se faisait depuis longtemps. Vous savez que l'Afrique est liée par la France, par ce cordon ombilical qu'on appelle la France-Afrique. Donc ça fait que la France-Afrique aujourd'hui, vous savez que la France-Afrique se nourrit de la dictature, de la corruption, de l'incompétence, de la concussion, de la gabegie. Donc voilà ce qui nourrit la France-Afrique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les pays francophones, surtout en Afrique, quand on fait des élections, il suffit que le président français envoie une lettre de félicitations pour que l'élection entre griffes de ce dirigeant-là soit officialisée. Même si le peuple ne vous a pas voté, il suffit que la France vous envoie un petit papier pour dire que bon, félicitations, pour que le président, sachant très bien qu'il n'est pas voté, pour qu'il se tape pour la poitrine pour dire que bon, la France m'a félicité. C'est de ça qu'il s'agit. Nous voulons couper ça. Voilà, nous voulons couper ça parce que le peuple togolais, la voix du peuple togolais, c'est cette voix-là qui va compter désormais. Ce n'est plus la voix d'un blanc quelque part qui envoie un papier ou qui n'envoie pas de papier, mais on falsifie ce papier-là en son nom pour dire que bon, comme ce papier existe déjà et que bon, nous sommes bien assis en ignorant ce que le peuple décide. Non, c'est fini, c'est terminé, ça ne se passera plus comme ça. Et c'est pour cela que nous avons dit que bon, la lettre prétendument envoyée par M. Forniassi et par M. Emmanuel Macron à M. Forniassi, c'est du faux. Et nous avons entamé cette démarche depuis longtemps. J'ai dit tout à l'heure que c'est pour couper ce cordon-là qui consiste à ce qu'à chaque élection, on envoie ou on fabrique un papier pour dire que la France... Non, ce n'est pas à la France de décider à notre place. C'est ça le but de notre combat. Quand on dit que bon, ce courrier est faux et on veut poursuivre jusqu'à la fin, c'est pour faire en sorte que ceux qui sont des commanditaires, ceux qui sont des complices répondent de leurs actes après. Et puis de deux, faire en sorte que cette histoire de la France m'a félicité au détriment de la volonté populaire, que cette histoire-là s'arrête parce que le peuple togolais c'est un peuple souverain, comme le peuple malien c'est un peuple souverain, comme tout le peuple africain. C'était ça la mission. C'était ça la mission. Et puis nous sommes en train de conduire cette mission d'enquête pour servir de déclic. Parce que vous savez que en politique, tout peut mettre la population debout. Voilà. Et donc là, nous avons vu, nous sommes en train de travailler sur plusieurs fibres. Hein. Et là, c'est la fibre diplomatique, ça. Et mais que c'est confirmé. Ça mais ce que vous dites là, est-ce que c'est pas contradictoire? Par rapport à quoi? Oui, mais vous dites que vous vous battez pour que la France n'intervienne plus dans les élections, certifie d'une certaine manière. Mais depuis cette présidentielle, votre
communication ou votre combat, et tout de cette lettre que le président français aurait envoyé au président, ou a envoyé au président togolais. Est-ce que c'est pas contradictoire? Non, en fait, nous ne tournons pas autour nous ne centralisons pas tout notre combat sur cette fameuse lettre de félicitations. Non, j'ai dit que c'est un plan, c'est sur une fibre. Il y a plusieurs fibres sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Nous travaillons sur le terrain, nous sommes sur le terrain. Il y a des partis politiques. Aujourd'hui, la DMK, au moins, on peut se dire que la DMK, au moins, il n'y a pas de perfection, mais la DMK fait quelque chose que tout le monde voit visiblement. Mais il y a des critiques, c'est vrai, il y a des insuffisants. Mais nous sommes en train de faire en sorte que nous portions la voix du peuple togolais, parce que c'est le peuple togolais qui a mis sa confiance en nous. Et nous avons dit que nous n'allons pas trahir le peuple togolais. Nous avons fait vœu au peuple togolais que nous allons défendre sa victoire. Et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Monsieur Agboume, donc c'est ça la défense. La défense est... La défense est surtout... Vous savez, la DMK a un gouvernement au niveau un gouvernement légitime au niveau de l'étranger, au niveau en exil, qui fait un travail, et nous aussi au niveau sur le plan national, nous faisons un travail. Donc, les deux équipes font un travail ce travail va se converger maintenant vers la libération du pays. Aujourd'hui, par exemple, nous faisons des meetings et nous expliquons aux meetings un certain nombre de choses aux populations. Et ces choses-là, c'est très important pour que la population soit bien préparée pour dire après non à ce régime. Bien, merci. On vient de passer 45 minutes avec vous, Paul Michel Beto. Je rappelle que vous êtes le coordinateur de la DMK, la dynamique Monseigneur Podro. Nous reviendrons sans doute dans les prochaines questions, avec les prochaines questions sur l'importance de cette lettre autour de laquelle tourne un certain nombre de prises de position au niveau de votre dynamique depuis 2020. Je rappelle les numéros qui servent à communiquer, à intervenir dans cette émission. C'est 87 50 34 37 et puis le deuxième numéro 70 43 09 70. Allô, bonjour. Bonjour. Oui. Oui, bonjour Monsieur Pelé. Félicitations. D'abord, moi, je voudrais seulement appuyer le combat que mène DMK à ce niveau, c'est lié. Et il fait comprendre en Afrique que la Cour constitutionnelle de l'Afrique, c'est la félicitation du président français lorsqu'il y a eu une élection mascarade traitée en Afrique. Donc je pense que ce combat-là, ça va donner raison. Même aux Français, qui sont là, sur le plan moral, la France, les Français aussi vont comprendre ce qui se passe en Afrique du Sud. Il faut, quand il suit les présidents français comme ça, est-ce que c'est une bonne chose? Quand on dit qu'on a fait une élection en Afrique, que le président français a félicité son homologue et que la lettre de félicitation a été une lettre de félicitation pour Monsieur Pierrot. Vous avez une radio. La radio RFI, est-ce qu'elle a joué son rôle? C'est la question qu'on doit poser en Afrique aujourd'hui. Donc je pense que ce qu'on doit communiquer dont on parle plus que d'activité, c'est une réalité. Mais Pelé. Oui, mais en fait, est-ce que c'est pas surprenant quand même qu'après l'organisation d'une élection par des structures africaines et qu'on attende ou qu'on fasse le débat après autour d'une intervention française ou pas dans cette élection? Est-ce que c'est pas surprenant? Non, mais est-ce que tout ça là, on sait que c'est ce qui se passe? Parce que c'est la France qui est le poids, qui est une constitution, parce que pourquoi attendre? Pendant que on a pour dire que non, oui, quand on a félicité, on a dit que oui, on a félicité le président et puis c'est fini, on a dit quand on fait une élection dans un pays où le président a 72% a gagné l'élection. Pourquoi on n'arrive pas à faire les élections prochaines dès la présidence? Nous avons l'agenda constitutionnel qui tire à fait. Pourquoi on ne fait pas une élection? Est-ce qu'il y a une crise? Quelle élection? Élection législative. Oui, mais qui vous dit qu'on ne fera pas d'élection législative? Oui, mais qu'on le fasse aujourd'hui ou après, on fera quand même les élections législatives dans le pays. Pourquoi l'agenda constitutionnel n'est pas respecté? Mais prochainement, quand nous inviterons par exemple les membres de la CENI, et vous leur poserez la question. Mais Paul-moi, Pelé. Il est parti.
Oui, Pelé, mais est-ce qu'il n'est pas dit, par exemple, que les députés resteront en place jusqu'à l'élection d'une nouvelle assemblée? Est-ce que c'est pas dit comme ça? Pelé, on a compris votre position. Pelé, vous pouvez revenir par la suite, puisque juste c'est pour soutenir ou féliciter Paul-Michel Beton. Vous pouvez revenir après si vous avez d'autres préoccupations. Après, Pelé, est-ce qu'on a un deuxième auditeur? Allô? Allô? Le deuxième auditeur, il est parti. J'espère qu'on aura un autre auditeur dans un instant. Allô? Bonjour. Allô? Allô? Bonjour. Agüe. Wilfried. Ah, Honorina, allez-y. Je salue votre invité, M. Paul. Bonjour, madame. Bonjour. J'aimerais savoir si l'élection 2022 qui a été faite et que la DMK réclame toujours la victoire. Cette élection est déjà passée. Est-ce que la lettre dont la France avait envoyée au chef de l'État, la recherche de cette lettre peut encore nous retourner vers 2020 pour que le pouvoir soit donné à M. Adéoné? Ma deuxième question est que, pensez-vous que le procès qui est en train de se faire actuellement est une victoire pour la DMK pour que la lumière soit faite sur l'élection 2020? Merci. Bien, merci. Oui, oui. La première partie de la question. Oui, elle veut savoir si aujourd'hui que on parle de fausses lettres de félicitations après plus de 3 ans d'élection, est-ce que cette lettre... C'est vous qui parlez de fausses lettres. Oui, c'est ce que je dis. Est-ce que cette lettre peut faire venir, peut permettre à Guillaume de prendre le pouvoir, si je dois résumer comme ça? Non, en fait, j'ai dit tout à l'heure que Madame Honorine, c'est une fibre, hein, c'est un aspect de l'ensemble du combat que nous sommes en train de mener. Aujourd'hui, il est établi de façon très claire que le régime ou celui qui est aujourd'hui, qui régente le régime de Lomé, c'est un faussaire. Non, mais en fait, c'est-à-dire que, par exemple, non, attendez, non, s'il vous plaît. C'est-à-dire que quand vous utilisez ces genres de terminologie, par exemple, sur une antenne comme la nôtre, quand vous parlez de faussaire, on n'a pas de preuves. Et moi, je ne peux pas accepter que... Savez, oui, si vous avez, s'il vous plaît, si vous avez un autre thème, je ne peux pas cautionner que, par exemple, les faussaires, on sait où on les retrouve. Les faussaires sont souvent en prison. C'est qui fait des faux, c'est ça, non? Oui, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien qui... Monsieur Pierrot, oui. Nous avons fait venir des avocats ici le samedi passé, le samedi 21. Et j'ai envoyé des gens recevoir ces avocats à l'aéroport. Ils étaient arrivés samedi. Nous avons travaillé dimanche et à la suite aussi. Ils ont travaillé avec d'autres personnalités et ils ont eu des preuves. Ils sont allés au niveau de l'ambassade, de leur ambassade ici, ambassade de France, pour avoir une copie de la lettre de félicitations. Or, entre-temps, M. Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères de l'Europe à l'époque, des faits, a dit que cette lettre est censée être secret, gardée, ce n'est pas une lettre à publier. Pendant ce temps, RFI a déjà publié cette lettre-là. Et maintenant que les avocats sont venus dans le cadre de leur mission d'enquête, ils sont allés à l'ambassade 3 fois physiquement. Ils ont saisi l'ambassade 2 fois. Ils sont allés à l'ambassade 3 fois physiquement. Et l'ambassade leur fait savoir qu'il n'y a pas cette lettre. Il n'y a aucune copie de cette lettre. Ils n'ont aucune trace de cette lettre-là. Donc c'est suffisant pour parler de faussaires. Maintenant, une fois que la conférence de presse devait être organisée, voilà les 5 agents qui sont venus arrêter ceux qui devaient faire la conférence. Ça vous dit quoi? Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais en fait, selon vous, c'est suffisant. S'il y avait une copie de la lettre, on devait donner, non? Ça, on n'a pas besoin de faire. Est-ce qu'ils sont tenus? Ils sont tenus. Parce qu'il y a eu une plainte. Ils sont tenus. De toute façon, la plainte est là. Et la plainte va suivre son cours. J'ai dit quelque chose tout à l'heure. Que les Togolais doivent garder en mémoire individuelle et collective. On n'est pas ministre. Quand vous êtes ministre, vous portez la charge du pays. La deuxième partie de la question de l'auditeur, puisque moi, je n'ai pas accepté que vous utilisez le thème
fausset. S'il n'était pas fausset, moi je suis politique. Vous êtes journaliste. Nous, on n'a pas vu. On n'a pas vu la preuve. Moi je suis politique. Vous êtes journaliste. Si vous avez une copie, si vous avez une lettre, on vous demande une copie. Alors qu'est-ce qui vous empêche de donner? Qu'est-ce qui empêche? Je peux ne pas vous donner. Je peux ne pas. Ok, l'ambassade peut ne pas donner. C'est ça, non? Et qu'est-ce qui a fait que M. Fort a En tout cas, quels sont les cas? envoyé les soldats arrêtés? Bâchonnés, violentés. C'est ça aussi le problème. Je ne sais pas. Ah non, c'est ça. Donc cela suffit pour parler de fausset. Cela suffit pour nous. Selon vous. Et l'enquête aussi est pendante. Oui, le dossier est là. On va confirmer. Bien, merci. La deuxième partie de la question, il dit le procès en cours. Non, vous savez, très bien compris. Oui, les gens pensent que la page de 2020 est tournée. Pour les Togolais qui ont porté le choix sur nous et pour la DMK, la page de l'élection présidentielle de 2020 n'est pas tournée. La preuve, le procès qui a eu lieu là, on a donné une semaine pour que le procès se termine. Que le procès aura pour durer une semaine. Alors que la semaine est passée, le procès est toujours en cours. Donc demain, on va reprendre le procès. Et je dis, et je reprends, que le général Katanga dans la salle a dit quelque chose qui devait attirer l'attention de tous les Togolais. Le général, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il a cité un certain nombre d'officiers qu'ils ont fait allégeance à M. Agboueme Kodjo parce que M. Agboueme Kodjo a gagné l'élection. Mais en fait, moi, j'étais malheureusement pas. Les gens vont dire qu'il n'est pas la CENI pour dire. C'est ce que les gens de l'Union vont nous dire. Que ce n'est pas lui la CENI pour nous dire. Ce qui arrive. Mais honnêtement, une élection présidentielle, oui, pour la certification, pour les résultats, est-ce que ce n'est pas la CENI? Est-ce que par la suite, ce n'est pas la Cour constitutionnelle? Monsieur Pierrot Atiobé, quand vous dites ça, les Togolais entendent et les Togolais en rient. En rient parce que c'est fini pour ce régime. Non, mais en fait, pourquoi je le dis? Non, mais laissez-moi répondre. Je vous ai posé. Oui, je vais répondre parce que c'est là même le nœud de tout ce que nous sommes en train de dire. Quand on m'a arrêté, moi, la deuxième fois, j'étais au niveau de la cour d'appel, ce problème est revenu. Ben, monsieur le président de la cour d'appel me dit, monsieur Paul Michel Goueto, voilà, les élections sont proclamées par la CENI et confirmées par la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'en tant qu'intellectuel, en tant que quelqu'un bon citoyen, est-ce que vous ne voyez pas que c'est fini comme ça? Et je dis non, que ce n'est pas fini. Je lui ai posé la question de savoir est-ce qu'il aime le football. Il dit oui. Il a ri, je dis non, ce n'est pas question de rire. C'est une question que je suis en train de poser. Est-ce que vous aimez le football? Il dit oui. Ok, allons-y. Vous regardez deux équipes qui veulent s'affronter au final. On vous montre l'arbitre central qui devait siffler. Et tout le monde applaudit l'arbitre central pensant qu'il va faire un bon boulot. Et voilà qu'à un moment donné, l'arbitre central, qui est censé être neutre, impartial, porte le maillot d'une autre équipe pour faire entraînement. Est-ce que cet arbitre-là peut siffler et l'équipe adverse va accepter? Il a dit qu'il ne comprend pas. Je dis, vous comprenez. Allez demander à Abdou Souma. En ce moment, il est en paix à son âme. Et ceux qui sont censés être au niveau de la CENI, au niveau de la Cour constitutionnelle, ils portent maillot de fort et puis ils font campagne, non? Et ce même personnage, il a pas... Vous avez quand même un représentant à la CENI. Ce que vous dites là aussi, c'est pas... Est-ce que c'est le représentant qui va donner les résultats? Non, mais vous avez un représentant à la CENI. Vous avez dit que la CENI a porté le maillot du parti au pouvoir. J'ai dit... Le président de la Cour constitutionnelle a porté des tricots, des t-shirts pour battre campagne publiquement pour appeler les gens à voter fort. Est-ce que vous êtes au courant? Ça, je ne suis pas au courant, puisque cette information aussi avait été... Je vous donne cette information gratuitement. C'était où? Mais il a battu campagne sur toute l'étendue du territoire, non? C'était où, comment? Les vidéos sont là? J'ai pas vu. Ah oui, donc à partir de ce moment, vous savez comment ça fonctionne à la CENI? Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Non, mais en fait, on n'a pas... Donc j'ai extrêmement 30 secondes. J'ai extrêmement 30 secondes pour vous expliquer. Pour expliquer au peuple togolais comment ça se passe à la CENI. Comment ça se passe à la CENI? On fait programmation des partis politiques à la CENI. Et chaque parti politique, chaque représentant, bien sûr, des partis politiques, fait ce qu'on appelle 2 heures de temps et puis vous repartez. Ça veut dire que si nous sommes 3 au niveau de la CENI représentant les partis politiques de l'opposition, on nous programme consécutivement. Je fais de 7h à 8h, 9h, je pars. Un autre fait de 9h à 11h, il part. L'autre fait de 9h à 11h. Et puis quand vous partez, les autres qui sont restés, ils savent comment faire la programmation. Et ils se retrouvent entre eux, même vous faites faire la falsification. Ce que vous dites là, par exemple, sur une question de proclamation de résultats, ce que vous dites là, je ne pense pas que ça tient la route. Monsieur Pierrot, nous avons des preuves de ce que nous avançons. Oui, mais nous avons des preuves. Donc ce n'est pas la CENI dans son entièreté qui proclame un résultat. Est-ce que c'est la CENI dans son entièreté qui proclame les résultats? Non. Bien, merci. On va retourner au téléphone puisque il y a un autre auditeur qui est là depuis quelque temps. Allô? Monsieur Kofi. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, quel est votre nom? Monsieur Kofi. Oui, Kofi, allez-y. Je suis un peu confus. Je
fait à l'aube de 2024. Ils sont prêts pour réclamer la victoire de l'élection de 2020. Qui paraît-il qu'ils n'ont pas été en mesure de produire le procès verbaux. Moi qui parle, je ne suis pas du parti au pouvoir. Non. Alors, au lieu de montrer les procès verbaux de la fait, la Cour suprême a proclamé des résultats tronqués, il y a eu des fautes validées. Vous n'avez pas été en mesure de démontrer ces faits. Et maintenant, on court derrière une lettre du canton français. Les élections approchent. La date n'est pas encore fixée. Au lieu de réunir, de rassembler des faits, donc moi je ne vois pas où est-ce que cette boucle vous amène. Donc concernant ce qui s'est passé cette semaine, vous n'avez pas été en mesure de poser un rapport de force sur la question de nous. Est-ce qu'ils vont terminer? Est-ce qu'ils vont donner la conférence de presse? L'ambassade n'a pas fourni la preuve. Ok, et alors? Est-ce que monsieur, que vous avez des Togolais derrière vous? Bien, merci Kofi pour votre intervention en deux parties. Nous sommes à l'orée de 2025. J'avais dit tantôt que certains doivent se poser des questions de savoir à l'orée de 2025. Et certains se préparent déjà à cette élection. Et au niveau de la DMK, vous continuez pas à parler de 2020. Oui, Kofi vient de poser la même question. Non, vous savez, M. Kofi doit savoir que les Togolais ne sont pas des moutons. Il y a un auteur qui a écrit un ouvrage, L'Aigle. Il s'appelle James Agri. C'est un auteur qui a écrit un ouvrage. Le titre de l'ouvrage, c'est L'Aigle. Qu'on ne nous force pas dans cet ouvrage, il a fait le parallélisme entre la poule et les aigles. Et qu'on ne nous force pas à réfléchir comme des poules. Hein. Les Togolais ne sont pas des poules. Les Togolais sont tellement intelligents et les Togolais ne veulent plus reprendre les mêmes mascarades électorales. Est-ce que Kofi ne fait pas partie des Togolais? Togolais? Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que quand lui, il veut qu'on aille aux élections, je ne sais pas si lui, il pose les élections dans les mêmes conditions ou les élections dans des conditions transparentes. Non, ce n'est pas ce qu'il dit vraiment, mais je dis, c'est pour cela que je dis, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas si lui veut qu'on aille aux élections dans les mêmes conditions que nous sommes, ou qu'on aille aux élections avec des conditions révisées. Nous disons que nous ne pouvons plus aller à des élections dans les conditions actuelles. Vous, au niveau de la DMK. De la DMK. Que ceux qui sont là en train d'organiser les élections, ce n'est pas eux qui devaient être là-bas. Oui, mais en fait, tu sais que par exemple... Et nous sommes là... Est-ce que vous savez que d'autres se préparent, même au niveau de l'opposition, à aller à la prochaine élection présidentielle? Non, ils peuvent aller. Non, ils peuvent aller, il n'y a pas de problème. Nous aussi, nous allons continuer toujours pas à mener le combat. Mais vous pensez que le Togolais aujourd'hui, l'essentiel pour lui, c'est d'aller aux élections pour avoir les mêmes résultats? Mais ce faisant, est-ce que ce serait Vous pensez qu'aujourd'hui, la CENI est là, on fait une élection, on fait sortir un papier, on écrit ce qu'ils veulent donner aux partis politiques? Sincèrement, est-ce que ce faisant, est-ce que ce ne sera pas la fin de la DMK? Comment la fin de la DMK? Oui, mais en fait, si par exemple, d'abord, vous participez aux prochaines élections, qui vont être élections législatives. C'est ça qui détermine. Attendez, et puis après, il y aura une élection présidentielle, au début de l'année 2025 sans doute, et puis après... Monsieur Pierrot, pourquoi on va aux élections? Moi, je vous pose la question. Pourquoi par exemple, on doit aller aux élections? On doit aller aux élections parce qu'on est sûr de gagner, non? C'est au Togo ici que vous allez penser que vous allez entendre ou écouter un vocable qui dit on va aller à une élection ou à des élections législatives pour avoir... Est-ce que ce sera la fin, ou pas de la DMK après 2025? Pourquoi la fin? Okay. Le peuple togolais est fatigué de voter. Okay. Jusqu'en 2020, n'eût été l'intervention de Kodjo, on n'aura pas ce taux de participation. Bien, merci. La deuxième partie de la question, il parle de rapport de force par rapport à ce qui s'est passé. Le rapport de force ne se décrète pas. Quand il parle de Raoui, il reconnaît quand même qu'on a volé les élections. Hein. Kofi reconnaît quand même qu'on a volé les élections, puisqu'il a parlé des élections tronquées au niveau de la Cour d'appel, des résultats tronqués. Il sait qu'on a volé les élections. Et il veut qu'on se prépare encore pour aller à une autre élection. C'est là où je dis que bon, nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas des poules. Bien, merci. Après Kofi, est-ce qu'on a un autre auditeur? Allô? Oui. Oui, allez-y, Pelé. Allô? 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 Oui. Oui, bonjour. Oui, Kolani. Oui, je salue votre invité. Oui, doyen, bonjour.
dis merci à la dynamique Montenegro. Moi-même, j'étais le directeur de campagne de cette dynamique à Agouer. Autour de Kamé, directeur de campagne autour de Kamé. La politique, c'est l'endurance. Et ils tiennent bon. Je ne sais pas quoi votre chaîne peut rendre hommage à Montenegro. Vraiment, ce monsieur nous a aidés. Avec ces élections passées, on peut connaître ce que c'est que les partis politiques du Togo. C'est chef de parti. Le limite, leur malhonnêteté. Ils disent souvent qu'ils mettent le peuple au centre. Mais ils n'ont jamais cherché la vérité de Dieu pour ce peuple. Vous voyez ce qui se passe. Vous avez vu dans votre position la justice au niveau des militaires et consorts. Vous avez dit à quoi? Cette élection passée. On a dit ce qui s'est passé. C'est à cause de cette élection. Moi, c'est un peu de la vie. C'est fini. Il faut être dans l'espérance. Le chef de l'État le connaît. 2-3 mandats, c'est bon. Il est dans son 4e mandat. Ça ne va pas. C'est pourquoi je demande chaque fois sur votre chef. Arrêtons ce dégâts-là. Lui n'est pas fait. Il faut le grand pardon. Libérez les prisonniers politiques, mais une amitié, les gens rencontrent à qui on se regarde. Quelles que soient les positions que le pouvoir en place. Personne ne veut l'intérêt du peuple togolais. Mais on va faire ce jeu jusqu'à quand? On fera ce jeu jusqu'à quand? Et il a un carré s'arrêter quand même. Et Pierrot, d'abord, je dis merci à votre avis. Puis, on peut se trouver d'espérer, les choses ne sont pas à comprendre. Personne va la faire, Dieu fera des jugements. Lui-même, là, quand on fait des crimes, là, même à ce qu'on est en train de juger là, les crimes là, pour quitter à qui? Et puis, Donc, Kolani, finalement, vous n'avez pas de questions. Vous avez juste lancé un appel à ce qu'on mette la balle à terre. C'est l'essentiel de votre intervention. Il y a cette question de Edmond Ouaklati, nous regarde quelque part dans le monde. Il dit, une question au coordinateur de la DMK, est-ce que selon lui, on doit recevoir les félicitations de l'Élysée avant qu'on parle d'une élection gagnée par un candidat, qu'il soit du pouvoir ou de l'opposition? En fait, la félicitation vient du peuple togolais. La félicitation ne vient pas d'un président pour confirmer votre élection. Si vous êtes élu, vous le savez. Si vous n'êtes pas élu, vous le savez également. Et le peuple aussi le sait. Quand vous êtes candidat à une élection présidentielle et que vous attendez la félicitation de l'Élysée avant de savoir que vous êtes élu, ça veut dire qu'il y a un problème qui se passe dans... Il y a quelque chose qui ne va pas bien dans votre tête. Parce qu'une fois que vous êtes... Non, mais qui a attendu la félicitation de l'Élysée? Mais quand on a fait l'élection présidentielle du 22 février 2020, M. Faure Gnassingbé a attendu plus d'1 mois, ce qui ne s'est jamais passé. Quand on fait une élection, il a attendu pour faire quoi? Plus d'1 mois avant de fabriquer ce papier-là, que c'est Emmanuel Macron qui a envoyé ça. Non, en fait, ce que vous dites là, est-ce que c'est pas grave? J'assume ce que je dis. Ok, vous l'assumez. Alors, on va retourner au téléphone. Allô? Oui, mais Pélé, votre voix, ça porte difficilement et hausser un peu plus pour qu'on puisse éventuellement vous écouter. bon, ok. Je vais poser une question à mes apports. La fois dernière, on a écouté M. Sajabon qui a dit, on a rappeler, qu'au lendemain des élections, il a appelé Dr. Agono Koyo pour dire que c'est lui qui a gagné les élections. Est-ce qu'il ne l'a pas fait? Quelle est la différence entre dire que la personne a gagné les élections et il n'a pas fait? Quelle est la différence? Mais comment il a trouvé la déclaration de M. Sajabon? Merci. Bien, merci. Vous l'avez écouté, cette déclaration? Moi, je ne l'ai pas écouté. Oui, j'ai écouté Maître Zoé Sajabon qui a dit que, bon, effectivement, il a appelé au soir de l'élection, il a appelé Dr. Gabriel Mensah Guémé Kodjo pour lui dire que c'est lui qui a gagné l'élection. Mais qu'il ne l'a pas félicité. Avant qu'il ne le félicite, il aurait souhaité avoir les bureaux, les PV d'abord. Or, à leur niveau, leur compilation qu'ils faisaient sur toute l'étendue du territoire donnait gagnant M. Guémé Kodjo. Il l'a appelé. La matinée, il l'a appelé pour lui dire que c'est lui qui a gagné. Sauf qu'il ne l'a pas félicité. Maintenant, notre ami demande quelle est la différence entre reconnaître la victoire de quelqu'un et féliciter la personne. Et donc, je pense que M. Maître Ataz Sajabon peut être mieux placé pour répondre. Mais en effet, par exemple, moi, je peux dire que bon, il a reconnu que Guémé a gagné, sauf que donc bon voilà, donc il reconnaît que c'est lui qui a gagné, sauf qu'il n'a pas félicité. Je ne sais pas si la félicitation peut être... Oui, mais maintenant, si cette histoire de féliciter ou pas, vous allez faire ça jusqu'à quand?
Non, ce n'est pas question de féliciter ou ne pas féliciter qui est notre problème. Notre problème, c'est qu'on donne le poids ou l'autorité au peuple togolais. C'est notre combat, ça. Ça dit que le peuple togolais retrouve sa force. Que la force du peuple ne soit pas substituée par une félicitation d'un papier ou non. Non, okay. C'est le peuple qui est au centre de toutes les décisions électorales. C'est noté. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? Enoch. Enoch. Oui, allez-y. Bon, je salue l'invité. Oui, bonjour, monsieur Enoch. Ok, ma question, c'est que on a vu, ils sont nombreux les opposants. Maintenant, lorsqu'on a donné une partie d'une portion à certains qui se sont disparus sur la scène politique, on ne les entend plus. Pour eux, c'est un cas. Avec ce souris dans le province que si on les laisse aussi une petite portion, ils ne sont pas disparus sur la scène politique et laisser le peuple qui s'assoit. La deuxième question. Non, mais on n'a pas très bien compris. Je dis, les opposants sont montés sur la scène politique. Maintenant, avec les élections municipales, on a donné à certains une portion à diviser et puis ils ont trouvé un marché et puis ils se sont disparus sur la scène politique. Tout ça, les gens les voilà, le peuple qui s'assoit d'alternance pour ceux qui ont un cas qui part avec les ménages, maintenant on est assis aussi une portion à diviser. Par quel prix on convainc qu'il ne faut pas disparaître sur la scène politique et produire le peuple à avoir accès à ce que le peuple cherche qui est la scène. Monsieur Enoch. Oui, en fait, est-ce que les partis de l'opposition ont disparu? Certains, je dis certains. Ok, allez-y. Oui, allez-y. Oui, je dis certains. Lorsqu'on leur a attribué une partie à gérer, ils se sont disparus sur la tête politique. On ne les entend plus. Oui, est-ce que vous avez des exemples? Oui, par exemple, le cas de l'ANC. Oui, mais l'ANC prend position sur un certain nombre de sujets de l'actualité depuis. Non, c'est-à-dire que le président dirige la mairie. Maintenant, actuellement, là, bon, la manière était à dire des choses sur le plan, la scène politique, actuellement, on ne les entend plus. Ok, allez-y. Pour la deuxième partie de la question. Par exemple, si on les a vu passer les élections législatives et les élections sont en cours. Et par quel prix on nous convainc que si on les a vu au lieu de qui se sont remis dans les élections, on les a vu des cours. Avec ce produit, ça nous convainc que eux, ils ne vont pas disparaître sur la scène politique tout en laissant le peuple qui s'assoit. Enoch. Oui, mais en fait, avant que Paul Moussiagota vous réponde, au niveau de la DMK, ils ne veulent pas participer aux prochaines élections. Oui, en fait, c'est ce que je crois savoir. Mais on va l'écouter lui-même. C'est la deuxième partie de la question. Il dit, par exemple, si éventuellement vous êtes élu au niveau de l'Assemblée nationale ou si vous avez des postes au niveau des mairies, est-ce qu'on ne continuera pas à vous attendre? Mais je pense que nous avons au moins 2 mairies que nous gérons aujourd'hui. Les élections locales que nous avions effectuées en 2019, le MPDD a 2 mairies avec d'autres conseillers qui sont des agents ou maires, etc. Mais ça ne nous empêche pas de continuer le combat que nous sommes en train de mener. Nous ne disons pas, nous ne boycottons pas les élections qui arrivent. Les élections, nous disons qu'elles n'auront pas lieu dans les conditions là. Et nous allons nous battre. Et nous continuons toujours le combat par rapport à ça. Vous savez qu'aujourd'hui, le Togolais, en 2020, tout juste avant 2020, les Togolais étaient fatigués des élections parce qu'une fois que vous votez, on dit que c'est une seule famille qui gagne et que bon voilà. Les Togolais étaient fatigués et Monseigneur Kodjo était venu pour encourager les Togolais à essayer encore une autre façon de faire, de voter. Et c'est ce qui a été fait. Si aujourd'hui on nous dit que bon, dans les mêmes conditions où on fait les élections, on emprisonne les gens, on jette les gens en prison parce qu'ils disent qu'ils ont gagné. On fait fuir les gens qui ont gagné, etc., etc. Les militants sont pourchassés, les militants sont torturés, la population est dans une peur totale. Si c'est dans ça qu'on veut qu'on aille encore aux élections, nous disons non. Aucun militant ou aucun citoyen ne veut pas faire l'élection et aller en prison ou quitter son pays pour aller à l'étranger. Merci. Allô? Allô? Quand on vous écoute,
Allô? Allô? Allô, Oui. oui, c'est Kofi qui est venu. Oui, Kofi, oui. Oui, je salue le courage de mon grand frère. Les élections arrivent. Un de vos membres de la PNP, nous étions ensemble avant. Ils vont participer maintenant. Comment faire maintenant pour avoir les conditions d'une élection transparente? Et vous venez de dire à M. Pierrot que les élections à venir, on n'a pas encore fixé les dates, que ça n'aura pas lieu. Et pourtant, vous avez jugé mal fait pour certains partis politiques qui ont boycotté les élections dans ce pays. Donc, à la fin des élections, on voit une partie de l'opposition qui veut aller, une autre ne veut pas aller. On va jouer sur vous jusqu'à quand? Enfin, jusqu'à quand? Vous pouvez décider que les élections à venir n'auront pas lieu. Êtes-vous sûr? Vous allez revenir en 2024. Les élections auront bien lieu. Je ne parle pas comme un militant du gouvernement. Parce que comment ça marche dans ce pays? Donc, on ne voit pas pourquoi, quand les élections arrivent, tout le monde est sur la scène, et au lieu de vous rassembler, vous disperser, et le dégât est toujours là. Et on dit, il faut changer la donne. Madame Adjamapou, c'est notre mère arrêtée. Pourquoi on a jugé bon, en tant que politique, d'aller aux élections? Et je me souviens très bien que la LC avait eu des élections dans ce pays, paraît-il qu'ils ont marché 55 ans. Et M. Abdoumi, à un moment, a dit, mais arrêtez ça, ça nous va, je vous amener nulle part. Maintenant, oui, il dit qu'il va prendre les élections après 5 ans. Et pour vous, par exemple, le président Pierre l'a cité. Bien, merci Kofi pour votre intervention. Et je crois que notre invité va réagir rapidement après cette intervention. Oui, vous savez, la politique, elle est évolutive, hein, elle est synchronique et à la fois diachronique. La politique n'est pas statique. Ça veut dire qu'un politicien lit tout ce qui se fait, les contours pour prendre les décisions. C'est pas que M. Agboume Kodjo a dit quelque chose il y a de cela quelques années, que bon, il va continuer pas à dire les mêmes choses pendant que les choses évoluent, pendant que la géopolitique nous impose d'autres orientations. Donc aujourd'hui, par exemple, nous, le problème c'est quoi? Le problème c'est que on a fait une lecture politique sur la scène togolaise depuis un certain temps et nous sommes rendus à l'évidence qu'il y a eu des coalitions dans ce pays, on a fait des coalitions, mais le régime ne veut pas partir. C'est ça le problème. Le régime qui est là, on peut faire coalition, on peut faire un seul candidat contre fort. C'est pas que les candidats de l'opposition ne gagnent pas, ils gagnent, c'est ça le problème. Les candidats de l'opposition gagnent. Mais les organes qui sont en charge des élections proclament autre chose. C'est là le problème. C'est pas qu'on ne va pas gagner, on va gagner. Est-ce que ce qui est dans les urnes va sortir? Comment faire pour que ce qui est dans les urnes sorte? C'est ça le problème. Les gens nous demandent, est-ce que vous n'êtes pas fatigué de ce que vous êtes en train de faire? Il y a de cela. Celui qui est là illégalement pendant des années, pendant des décennies. Au lieu de lui poser la question s'il n'est pas fatigué de gouverner le pays comme ça dans le chaos, on nous demande maintenant si nous ne sommes pas fatigués. Mais ce qui se passe là, est-ce que ça ne ressemble pas un peu à ce que l'auditeur vient de décrire? Il y a eu cette élection avec Jean-Pierre Fabre. Beaucoup ont estimé à cette époque qu'il avait gagné les élections. Et même si on n'a pas eu les preuves, ils ont marché 4 ans, presque 5 ans. Et puis après, ils ont tourné la page. Visiblement, l'auditeur pense que vous finirez par tourner la page aussi. Bon, on finira pas tourner la page, mais on ne finira pas tourner la page dans les mêmes conditions. Nous disons, la prochaine élection présidentielle au Togo, de façon normale, c'est 2025. D'ici 2025, le chemin est long, mais le chemin est court. En politique, tout est possible. Si on disait à Bongo qu'on va le proclamer à 4 h du matin et à 4 h 30, il ne sera plus président, il n'allait pas croire. Bien, merci. Allô? Alors, c'est Honorine qui revient. Oui? Oui, je reviens pour poser une question. J'aimerais savoir, M. Ford, le Togolais que nous sommes, nous avons voté. Ma question est celle-ci. Pensez-vous vraiment que c'est les élections ou les dialogues
ou les coups d'État qui vont nous donner un autre visage du président togolais dans les années prochaines, ou bien c'est notre DMK qui n'est pas actuellement au pays qui va nous donner la joie de voir un autre président pour ce pays. Moi, je n'ai pas très bien compris la question. Je ne sais pas si vous l'avez compris. J'ai compris. C'est-à-dire qu'elle demande à savoir pour sortir du Togo quel schéma il faut. Est-ce que c'est le dialogue? Est-ce que c'est les élections ou c'est les coups d'État? Voilà, pour sortir ce pays-là. Mais nous sommes dans un pays où c'est la démocratie qui est en train de se construire à partir des élections. Cela suppose que, comme nous l'avons dit tantôt, les prochaines élections présidentielles notamment auront lieu en 2025. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Non, en fait, vous avez dit quelque chose. Les autres pays, moi, en tout cas au niveau de la DMK, nous ne parlons pas de coup d'État, mais nous parlons de la restauration des peuples dans leurs droits. Nous ne parlons pas de coup d'État. Le mot coup d'État n'est pas dans notre jargon. Nous parlons de la restauration des peuples dans leurs droits. Au niveau du Mali, au niveau du Burkina, au niveau du Niger, au niveau de Guinée et au Gabon, c'est la restauration des peuples dans leurs droits. La preuve, quand vous regardez par exemple le Gabon, celle qui a été la présidente de la Cour constitutionnelle, qui a proclamé de faux résultats pendant 2 ans, elle est venue faire elle est venue avouer que ce qu'elles ont fait, voilà ce qu'elles ont fait. Elle a demandé pardon. Aujourd'hui, les gens pensent que si la Cour constitutionnelle proclame, c'est fini. Et je dis non, que la Cour constitutionnelle ne proclame pas ce qui est vrai, surtout quand vous êtes dans une dictature. Alors, est-ce que c'est le coup d'État, est-ce que c'est la restauration des pays, des peuples dans leurs droits qui va faire sortir? Nous ne savons pas, parce qu'aujourd'hui, M. Faure Gnassingbé lui-même sait. S'il dirige bien le pays, il le sait. S'il est à l'abri des coups de la restauration des peuples dans leurs droits, lui seul le sait. Vous avez dit tantôt. Ce n'est pas à la DMK de se prononcer. Lui-même, il le sait. S'il dirige bien, il le sait. S'il ne dirige pas bien, il le sait. Oui, mais en fait, vous, par exemple, quand vous regardez notre pays, les dernières fréquentations ici, le dernier sommet consacré à la paix, à la sécurité et à la médiation du Togo dans un certain nombre de dossiers, notamment au Niger ou encore au Mali. En tant que Togolais, est-ce que ce n'est pas une fierté? Le peuple togolais a faim. Le peuple togolais souffre. Le peuple togolais, sa souveraineté n'est pas respectée ni à l'extérieur ni à l'intérieur. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de se redonner, de se redorer blason au niveau de l'extérieur de la diplomatie pour faire ce qui est du criminel à l'intérieur. Et c'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit qu'il faut donner la force au peuple. Ce n'est pas la force à l'étranger. On peut organiser tous les sommets. On peut organiser tout. Je dis, M. Faure Gnassingbé même le sait, il peut distribuer un Boeing ou un hélicoptère à chaque Togolais. Il est vomi pour toujours. Non, mais ça, je parle en politique. Oui, je parle en tant que politicien. Oui, mais en fait... Un peuple qui... Vous savez quoi? Le peuple est comme la mer, l'océan. La mer porte en elle-même la capacité de bourdonnement, la capacité d'accalmie. À un moment donné, la mer se bourdonne. Et à un moment donné, la mer se calme. Quand la mer se calme ou le peuple se calme, ça ne veut pas dire que le peuple ne porte pas en son cette capacité. Ce que vous êtes en train de dire, on l'a souvent écouté au Togo, mais il est difficile d'apporter des données scientifiques pour étayer ces argumentaires qui disent que le pouvoir, il est vomi, que les Togolais ne veulent pas de ci ou de cela. Est-ce que vous avez des chiffres? Par rapport à quoi? Par rapport à ce que vous avez dit que le président de la République, le chef de l'État, qu'il est vomi, par exemple, est-ce que vous avez des chiffres puisque vous avez dit tantôt aussi... Est-ce que vous avez des chiffres au moins qui confirment que Faure Gnassingbé a été félicité, a été voté? Mais les derniers chiffres officiels donnés par la CENI et la Cour constitutionnelle, nous en tant que médias, en tant que média, en principe, vous devez avoir ce regard inquisiteur et interrogateur par rapport à tout ce que la Cour constitutionnelle a fait. Après les élections présidentielles de 2020, pour la première fois dans l'histoire, la Cour constitutionnelle a fait révéler qu'il y a des bulletins nuls de près d'1 million. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Vous êtes au courant? Non, c'est une question que... Parce que la CENI, quand la CENI fait ces compilations, tout ça là, la CENI envoie à la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle confirme. La Cour constitutionnelle ne se patrouille pas ou ne se vadrouille pas dans les bureaux de vote pour compter. Voilà que Abdou Assouma, personne n'a, il est parti, il est libre là où il est. Il ne va plus écouter ce genre de choses. La Cour constitutionnelle a fait sortir qu'il y a bulletin nul, près d'1 million. Ça ne vous a rien dit. Oui, mais en fait, si par exemple... Comment il a fait pour trouver ces bulletins nuls? Supposons que la Cour constitutionnelle dit qu'au final, il y a eu un bulletin nul de près d'1 million. Ce que nous, au niveau des médias, nous retenons, c'est celui qui gagne, en fait,
celui que la Cour constitutionnelle ou la CENI certifie. Au final, c'est ce que nous Pierrot, retenons. Vous êtes politique, je vous comprends. Monsieur Pierrot Attiobé, nous ne voulons plus des gens pour faire souffrir le pays. C'est devant vous qu'on a brûlé 2 grands marchés dans ce pays. Et c'est devant vous que Mohamed Loum a cité certains noms. C'est devant vous qu'on a tué des gens ici au Togo. On a assassiné des gens, les Atoussé Agboblé, ses consorts, les Yakanoué, ses consorts. C'est devant vous qu'on a volé, détourné des milliards. Oui, quand on parle de Petrol Gate, plus de 700 milliards. C'est devant vous qu'on parle de Covid Gate. Donc tout ça là, les Togolais ne sont pas des bêtes pour conduire, pour être encore sous l'emprise d'un régime comme ça dans ce pays. On n'est plus prêt. Quand je vous ai demandé si vous avez des chiffres, là, vous me citez des exemples. Non, quand on a des chiffres, un régime qui a vomi, le régime sait qu'il a vomi. Le régime a envoyé des émissaires auprès d'Agboué pour négocier le poste de primature. Non, vous n'êtes pas au courant de ça. Est-ce que jusqu'à ce jour, vous avez interpellé celui-là que M. Agboué Kodjo citait dans ses discours, dans ses interventions à Tchadédié? Est-ce que vous avez une fois interpellé pour l'histoire? Est-ce que la Cour, la justice s'est auto-saisie pour demander? Est-ce que l'Assemblée s'est auto-saisie pour dire on va écouter ce ministre-là? Est-ce que par exemple, vous, nous au niveau des médias, oui, ça servira à quoi? Si par exemple nous interpellons à Tchadédi, ça servira à quoi par rapport aux élections de 2020? Monsieur Pierrot Attiobé, pour éclairer les Togolais? Monsieur Agboué Kodjo va gouverner ce pays. Oui, mais quand on vous écoute parler de cette façon aussi, on a l'impression que... Je ne voulais pas parler de blague, mais c'est un peu comme si vous vous amusez. Je ne sais pas comment on doit non, dire ça. Non, c'est pas on s'amuse. Ça dit que, donc, devant vous, Monsieur Fogna Sigbe, il est le plus intelligent de tous les Togolais. Non, c'est une question que je vous pose. Est-ce qu'il est le plus intelligent de tous les Togolais? Vous savez que le prochain... Il est le plus intelligent de tous les Togolais. Il n'y a plus personne pour gouverner ce pays. Mais quand on vous écoute, je ne veux pas parler aussi de naïveté, mais en fait, les prochaines élections présidentielles au Togo, c'est au début du mois de l'année 2025. Et quand on vous écoute, c'est un peu comme si à un moment donné, ce midi, nous sommes en train de nous amuser. C'est l'impression qu'on peut avoir. Non, peut-être c'est vous, parce que ce n'est pas forcé d'aller à une élection. Oui, c'est pas forcé. C'est clair que vous ne serez pas forcé pour aller aux prochaines élections. Et les Togolais ne sont plus prêts pour aller à une élection dont les résultats sont connus d'avance. Ça, c'est un amusement, ça? Non, vous ne pouvez pas prendre le peuple pour des... Non, c'est vous qui avez dit tantôt que Agboué va être président. Agboué va être président, où est le problème? Il est président voté, il va exercer son mandat. Où est le problème? Les Togolais qui ont voté un candidat, le candidat, on veut le tuer. Le candidat n'est plus aujourd'hui au pays. Le candidat est en clandestinité. Et nous disons que le candidat va revenir pour gouverner. Est-ce que c'est de l'amusement, ça? Oui, on peut se poser cette question. Non, comment c'est de l'amusement? Les gens ont eu confiance à Agboué Kodjo. C'est pour venir finir le mandat que le chef de l'État actuel... Non, le moment viendra, vous serez situé. Bien, merci. Il nous reste 2 minutes. Nous allons dire un mot de comment va le monde. Je ne sais pas comment est-ce que vous le ressentez, vous. On a constaté que depuis 2019, le monde est entré dans une phase assez difficile, une phase spéciale, avec les derniers développements, notamment au Proche-Orient. Quelle est votre lecture de tout ce qui se passe là? Non, vous savez que nous sommes en un moment de chamboulement, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Aussi bien du monde des Blancs comme du monde des Noirs. Donc tout change, la géopolitique, la géostratégie mondiale, tout ça là, ce n'est plus fixe. Et c'est là où nous disons que quand les choses changent, il faut changer avec. Et donc il n'y a plus aujourd'hui un pays qui se dit suffisant. Il faut s'ouvrir, il faut que cette ouverture doit se faire sur les bonnes bases, c'est-à-dire sur la vérité. Quand vous n'êtes pas véridique, aujourd'hui, nous sommes dans une période de vérité. Les mensonges se font déjà découvrir, c'est-à-dire que les liens basés sur les mensonges ne prennent plus. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est une période des lumières où les idées, les esprits s'ouvrent sur ce qui se faisait traditionnellement. Ce que les gens, les Occidentaux, et les Africains, les relations entre l'Afrique et l'Europe, la relation entre l'Afrique et les États-Unis, la relation entre l'Afrique et le reste du monde. Je pense que ces relations bilatérales et multilatérales sont en train de subir de profonds changements. Et il faut que chacun de nous en tienne compte parce qu'on ne peut plus rester sur les anciens paradigmes. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au niveau de Proche-Orient et ses consorts. Donc nous, au niveau de la DMK, nous demandons que la paix règne. Et quand nous disons que la paix règne, ce n'est pas seulement ne pas être dans les chaînes. On peut ne pas être dans les chaînes, mais ne pas être libre.
quand vous avez des pressions, quand vous avez des intimidations, des détonations, et ces consoeurs, votre âme, votre esprit ne sont pas libres. Donc, la DMK lance un appel vibrant à tous les fils du monde entier de cultiver la paix, la tolérance et le dialogue. Voilà tout ce que moi je peux dire. Bien, merci. C'est donc sur cette prière, puisque là c'est une prière, que sur cette prière que nous mettons fin à cette émission. Merci Paul Missia-Beto, je rappelle que vous êtes le coordinateur de la DMK. Merci à Romaric Freitas pour la mise en onde technique. Je suis Pierrot Atiobé. Nous serons en congé pour 2 semaines à partir de dimanche prochain. Au revoir. Et puis,